Il existe deux types de femmes. Il y a la femme avec qui un homme passe un moment merveilleux, avec qui il rit, se sent connecté, avec qui la chimie opère instantanément. C'est le rendez-vous parfait. Elle est fascinante, intelligente, drôle, un vrai rêve. Et il savoure chaque minute avec elle. Et puis il y a l'autre femme, celle à laquelle il pense sans arrêt quand elle n'est pas là. Pas parce qu'il s'amuse moins avec elle, au contraire. Mais quand elle part, quelque chose se passe dans sa tête. Elle devient un écho, une question ouverte, une mélodie qui continue de jouer dans son esprit, en conduisant, au travail, en s'endormant. Elle n'est pas juste un joli souvenir, elle est une absence présente. La première femme reçoit un message le lendemain ou 2 jours plus tard. « Hey, hier c'était sympa !» La deuxième femme le pousse à regarder son téléphone toutes les 5 minutes et à se demander pourquoi elle ne répond pas. Il relit leur message et essaie de la comprendre. Aujourd'hui, je ne vais pas te montrer comment devenir le rendez-vous parfait, mais comment devenir la deuxième femme. Et si je te disais que ce sentiment de « j'ai tout donné et il s'est quand même éloigné » n'est pas un échec, mais le résultat d'un mauvais scénario, un scénario qu'on vend aux femmes depuis des générations, mais qui ne fonctionne plus dans le monde d'aujourd'hui. Et si c'était justement le fait d'être trop gentille, trop disponible, trop prévisible, qui avait fait baisser son attirance? Réfléchis-y. Pourquoi les histoires avec une touche de mystère nous fascinent-elles? Pourquoi les personnages profonds et contradictoires restent-ils le plus longtemps dans notre esprit? Parce que notre cerveau, et surtout celui des hommes en matière de séduction, n'est pas programmé pour apprécier ce qu'il possède déjà, en toute sécurité. Il est câblé pour poursuivre ce qui semble précieux. Et dans le monde de l'attraction, cette valeur se mesure dans une monnaie bien précise, l'incertitude. Ce que tu vas apprendre maintenant n'est pas une boîte à astuces pour paraître inaccessible. Ce sont des jeux d'enfants. Ce que tu vas apprendre va bien plus loin. C'est une technique psychologique que j'appelle l'effet Fata Morgana. Une Fata Morgana est une illusion, quelque chose qui semble réel, tangible, qu'on aperçoit de loin comme une oasis dans le désert. Quand tu es présente, tu es cette oasis, vivante, rafraîchissante, réelle. Mais quand tu pars, tu dois devenir la Fata Morgana, une image dans sa tête qui l'attire, l'obsède, ne le lâche pas parce que tu as besoin de lui, mais parce qu'il veut absolument savoir si tu es vraiment réelle. Es-tu prête à cesser d'être la femme pratique et prévisible? Es-tu prête à devenir la question qui le hante? Si oui, reste avec moi. Ce que je vais te révéler maintenant va changer les règles du jeu. La première règle est, pour que quelqu'un puisse ressentir ton absence, il faut d'abord lui en donner l'occasion. Le scénario est connu. Vous aviez une forte connexion. Les conversations coulaient pendant des heures. Vous avez ri. Vous vous êtes regardé profondément dans les yeux. Vous avez ressenti cette tension particulière. Tu es parti avec le sentiment. Ça a un avenir. Tu étais toi-même. Ouverte, honnête, drôle, vulnérable. Et puis, le silence. Ou pire, un écho tiède. Les messages prennent du temps. Les réponses sont brèves. L'intérêt te glisse entre les doigts. Et tu ne sais pas pourquoi. Alors commence le stress mental. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ai-je dit quelque chose de travers? N'étais-je pas si intéressante? Tu analyses chaque détail, chaque geste, chaque seconde, jusqu'à l'épuisement. Et le pire, ton estime de toi en prend un coup. Mais la réponse ne se trouve pas sous le microscope avec lequel tu examines ton comportement. Elle se trouve dans le télescope, dans une perspective plus large. Le problème n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. Le problème est peut-être que tu as tout fait trop bien, selon un script dépassé. Tu étais trop claire, trop disponible, trop présente, et tu as ainsi inconsciemment retiré l'élément essentiel de l'attraction, le mystère, le sentiment de conquête. Imagine que tu es un film. Si tu révèles tout le scénario, la fin et tous les rebondissements dans les 10 premières minutes. Pourquoi quelqu'un resterait-il jusqu'à la fin? Peut-être que la bande-annonce était bonne, mais tout semble déjà vu. C'est comme ça que fonctionne l'attraction. Si tu offres tout dès le premier rendez-vous, c'est comme montrer tout de suite le générique de fin. Cette vidéo est ton guide pour réécrire le scénario.
Je te promets, si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras non seulement pourquoi les hommes s'éloignent souvent quand les choses deviennent intenses, mais tu apprendras aussi comment utiliser cette distance à ton avantage. Tu apprendras à créer des espaces intentionnels, non remplis par l'oubli, mais par ses pensées pour toi. Tu apprendras à jouer avec ta présence, et encore plus avec ton absence. Car c'est justement cette absence qui deviendra ton arme la plus puissante. Nous allons dévoiler la plus grande contradiction du dating moderne. Dans un monde de disponibilité constante, le vrai pouvoir réside dans le retrait stratégique. Je vais te montrer pourquoi un livre ouvert signifie souvent rapidement feuilleter et comment devenir la femme dont il veut absolument connaître la suite de l'histoire. L'effet Fata Morgana n'est pas une illusion d'optique, c'est une redéfinition de ta valeur perçue. Et tout commence par une vérité simple sur la psyché masculine, toujours sous nos yeux, mais jamais reconnue. Pour comprendre l'effet Fata Morgana, il faut regarder dans le cerveau masculin. Et ce n'est pas un endroit facile, mais un endroit gouverné par un programme évolutif ancien que nous ignorons souvent. Pendant des centaines de milliers d'années, le cerveau masculin n'était pas conçu pour gérer les relations à l'ère d'Instagram, mais pour résoudre des problèmes, chasser, surmonter des obstacles, en bref, poursuivre un objectif et obtenir une récompense. C'est le système de base, mode conquête. Quand un homme est attiré par une femme, ce programme s'active. Elle n'est plus seulement une personne, elle devient un objectif. Son attention, sa proximité, son intérêt. Voilà la récompense. Chaque interaction est une nouvelle phase, un nouveau niveau à atteindre. Le premier sourire, la première conversation, le premier rendez-vous. Chaque étape est un petit succès qui libère une dose de dopamine dans son cerveau, l'hormone du bonheur et de la motivation. C'est la même substance libérée quand il gagne à un jeu vidéo, conclut une affaire ou résout un problème complexe. La dopamine lui dit « Continue, ce que tu fais fonctionne. La récompense finale en vaut la peine. » Et c'est là que deux mondes se heurtent, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Car pendant que son système interne cherche défis et récompenses, le tien cherche souvent connexion et sécurité. Tu veux savoir que la relation est réelle, qu'il y a un terrain stable pour t'ouvrir. Lui veut savoir qu'il y a une montagne à gravir et que le sommet vaut la peine parce que l'ascension est difficile. Que se passe-t-il donc si, avec les meilleures intentions, tu lui donnes tout dès le début? Si, au deuxième rendez-vous, tu lui parles de tes peurs les plus profondes, que tu es disponible à toute heure, que tu remplis chaque silence par une question ou une confession, que tu lui affirmes sans cesse combien tu l'aimes, alors, inconsciemment, tu lui donnes la carte au trésor, la clé principale et le code du coffre. Tout d'un coup, tu lui retires le jeu, tu lui retires le processus de découverte qui alimente son attirance. La montagne qu'il devait escalader devient une colline avec un ascenseur panoramique. Et même si la vue est belle, il ne sent pas qu'il l'a méritée. Il manque le sentiment de réussite. Et sans cela, le cycle de la dopamine s'interrompt, la motivation diminue. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, il te trouve peut-être même génial. Mais son cerveau, son instinct le plus ancien, lui envoie le signal suivant. Mission accomplie, objectif atteint, plus aucun niveau à débloquer. Et automatiquement, son attention se tourne vers le prochain défi. C'est à ce moment-là que tu sens qu'il devient plus froid. Ce n'est rien de personnel, c'est neurologique. Il a assouvi sa curiosité avant que ne puisse se développer un véritable intérêt profond. La plus grande erreur que tu puisses faire maintenant, c'est de croire que tu dois lui donner encore plus d'affection, d'attention, de présence. Mais la vérité, c'est l'inverse. Tu dois lui en donner moins. Juste assez pour que son cerveau continue à libérer de la dopamine, pour qu'il ressente qu'il y a encore quelque chose à découvrir, un niveau à atteindre. Tu dois apprendre à mettre le jeu en pause exactement au moment le plus excitant, pour qu'il ait absolument envie de continuer à jouer le lendemain. Car s'il gagne dès la première nuit, il n'aura aucune raison de revenir pour une revanche. Nous avons déjà établi que le cerveau masculin est programmé pour le défi. Mais c'est encore plus complexe et plus passionnant, car il ne s'agit pas seulement de défi, oui ou non.
Il s'agit d'un principe qui influence toute notre société. Le principe de rareté. Pense-y, pourquoi un diamant, essentiellement juste du carbone sous pression, vaut-il des milliers d'euros? Pourquoi les gens font-ils la queue pour des baskets en édition limitée ou paient-ils une fortune pour une pièce unique? Pas à cause de leur utilité, mais à cause de leur rareté. Leur valeur réside non pas dans ce qu'ils sont, mais dans leur difficulté d'accès. Applique maintenant cette logique à ce que tu possèdes de plus précieux. Non, je ne parle pas de tes sacs ou de tes chaussures. Je parle de ton temps, ton attention, ton énergie émotionnelle et ton espace mental. Ce sont tes diamants, tes éditions limitées, tes œuvres d'art. Et comme pour tout bien précieux, s'il est trop facilement disponible, il perd de sa valeur. Imagine une histoire. Appelons les personnages Laura et Marc. Ils passent un premier rendez-vous incroyable. La chimie est parfaite. Ils rient, discutent, flirtent, tout fonctionne. Laura rentre chez elle sur un nuage et écrit tout de suite. « Je suis bien rentrée, c'était vraiment merveilleux. Tu es un homme super intéressant. On doit absolument se revoir. » Marc lit le message et sourit. « Sympa, pense-t-il. » Le lendemain matin, Laura écrit encore. « Bonjour, tu as bien dormi ? J'espère que tu passes une bonne journée. » Marc, en route pour une réunion, lit le message et pense « C'est mignon », mais il n'a pas le temps de répondre. Au cours de la journée, Laura envoie un mème qui lui rappelle leur conversation. L'après-midi, elle lui demande comment s'est passée sa journée. En soirée, elle a déjà écrit un monologue de disponibilité. Aucun doute, elle est intéressée et totalement présente. Un regard dans la tête de Marc. Trouve-t-il Laura agaçante ? Probablement pas. Pense-t-il qu'elle est une mauvaise personne ? Certainement pas. Mais inconsciemment, il sent. Il n'y a plus rien à découvrir. Plus de place pour se demander « est-ce qu'elle m'aime vraiment ?» Plus de place pour son propre élan. Laura, avec les meilleures intentions, lui a servi le dîner, le dessert et le café avant même qu'il ait faim. Elle a rempli tout l'espace mental qui aurait permis au manque de se développer, à ce qu'il puisse ressentir le besoin de la revoir. Et voici le tournant amer. Marc commence à se retirer, pas parce qu'il n'aime pas Laura, mais parce qu'il se sent submergé par une affection qu'il n'a pas eu à mériter. Et Laura, sentant cette distance, panique et commet l'erreur la plus fréquente, elle double la mise. « Peut-être que je n'ai pas été assez claire », pense-t-elle. Et elle envoie un message encore plus long, plus émotionnel. « Tout va bien, j'ai l'impression que tu t'éloignes. » Et ainsi, sans le vouloir, elle enfonce le dernier clou dans le cercueil de l'attirance. Elle cesse d'être un mystère fascinant et devient un problème, ou pire, une pression. La plupart des relations potentielles ne s'effondrent pas par manque d'intérêt. Elles se noient dans une communication trop précoce. Elles coulent parce qu'on confond disponibilité et attachement. On croit montrer à quel point on tient à quelqu'un en étant constamment présent dans sa vie numérique. Et ainsi on devient un bruit de fond, au lieu de la mélodie qui reste dans la tête. Puis vient une autre erreur moderne, l'idée que si quelqu'un t'aime vraiment, tout cela n'a aucune importance. C'est le plus grand mensonge du dating moderne. Peut-être qu'après 20 ans de mariage, cela n'a plus d'importance. Mais dans la phase sensible du début de l'attirance, la phase où l'étincelle naît, chaque détail compte. C'est la différence entre un feu de camp qui réchauffe et une allumette qui s'éteint au moindre souffle. Et maintenant, nous arrivons au tournant, à l'impasse. Tu as été une femme bien. Tu as été honnête, ouverte. Tu as montré ton intérêt. Tu as porté ton cœur sur la main. Et ça n'a pas marché. Ou ça a marché un temps, puis ça s'est évaporé dans le brouillard de l'indifférence. Tu es fatigué d'analyser ? De toujours te demander ce que tu as mal fait ? À ce stade, 2 tentations s'offrent à toi. Abandonner et croire que tous les hommes sont pareils. Ou construire un mur de cynisme et devenir une joueuse froide et calculatrice. Mais stop, respire profondément, car c'est précisément maintenant, dans ton moment de plus grande frustration, que tout peut changer. C'est ici que je te révèle la pièce manquante du puzzle, la vérité qui, si tu l'intègres vraiment, change tout. Le véritable cœur de l'effet Fata Morgana. Et cette vérité est simple, mais brutalement honnête. Prépare-toi, car cela pourrait ébranler tout ce que tu croyais savoir sur l'attirance.
Le secret ne réside pas dans le fait de se faire désirer, ni dans le fait de mentir sur ton emploi du temps, ni dans l'ignorance délibérée. Tout cela, ce sont des jeux, des masques. Le vrai changement commence dans ta tête, dans ta manière de penser. C'est le moment où tu cesses de te demander « Suis-je assez bien pour lui ?» et que tu commences à te demander, avec une pleine conviction « Est-il assez bien pour mon temps ?» Lis cette phrase encore une fois. Ressens le poids de cette question. Ressens comment l'équilibre du pouvoir se déplace. Tu ne cherches plus désespérément de validation. Maintenant, ta valeur rayonne de l'intérieur. C'est à lui de prouver qu'il mérite l'accès à toi. Et c'est ici que se produit quelque chose de décisif. La vérité brutale qu'ici est la suivante. Un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui est toujours disponible. Il tombe amoureux d'une femme dont la disponibilité est une récompense. Il n'est pas attiré par une femme qui lui offre son temps gratuitement. Il est attiré par une femme dont le temps est rempli par ses propres objectifs, ses passions, ses amis et sa croissance personnelle, au point qu'une heure avec elle devient un privilège qu'il doit mériter. Ton attention ne devrait pas être un service public accessible à quiconque possède ton numéro. Ton attention est un dividende, une récompense pour un investissement. Et son investissement, son engagement, sa fiabilité, son véritable intérêt, sa capacité à t'inspirer et à enrichir ta vie, qui est déjà complète et passionnante même sans lui. Quand tu commences ta vie commise à vivre avec ce nouvel état d'esprit, tout change. Tu ne ressens plus la pression de combler chaque silence, car tu apprécies ta paix. Tu n'as plus peur de ne pas répondre immédiatement, car tu es occupé à vivre ta vie. Tu ne lui racontes pas Mispo toute ta vie au premier rendez-vous, car tu sais que la vraie rencontre est une danse lente et magnifique, pas un entretien d'embauche. Voici la phrase qui résume tout. Un homme, ou en réalité, tout être humain, ne valorise pas simplement le temps passé avec toi. Il valorise le privilège d'avoir reçu ce temps. Il veut se sentir choisi. Il veut avoir l'impression d'avoir réussi un test, d'avoir obtenu l'accès à quelque chose qui n'est pas ouvert à tous. Si ta présence est un cadeau qu'on reçoit sans raison, sans ruban, elle perd de sa valeur. Mais si ta présence est la récompense au terme d'un voyage, elle devient sa plus grande mission, son désir le plus profond. Et je sais ce que tu penses, je te comprends, cela change tout. Mais comment faire concrètement ? Comment devenir ce trésor sans paraître froide, arrogante ou distante ? Comment montrer ta valeur sans avoir à la crier ? La réponse est plus simple et plus élégante que tu ne le penses. Et maintenant, analysons-la étape par étape. La grande question est, comment transformer cette nouvelle façon de penser en réalité ? Comment devenir ce trésor convoité, ce mirage magnétique, sans tomber dans le piège de paraître arrogante, froide ou fausse ? La réponse ne réside pas dans le fait de porter un masque, mais dans le fait d'ôter les couches de peur et de besoin qu'on t'a imposées. Nous ne construisons pas une fausse identité. Nous révélons ton moi le plus fort et le plus authentique, avec 3 piliers fondamentaux. Oublie les règles. C'est un mode de vie. Le premier pilier est l'art du dosage. Imagine que ton attention et ton énergie soient comme un parfum précieux, celui qu'on conserve dans une petite bouteille en verre. On ne s'y baigne pas, on en met une goutte sur les points de pulsation. Discret, séduisant, mystérieux. C'est ainsi que tu devrais aussi traiter tes premières interactions. Cela se reflète dans 2 habitudes concrètes. Premièrement, sois celle qui met fin à la conversation. En psychologie, on appelle cela l'effet Zeigarnik. Les gens se souviennent mieux des choses interrompues que des choses terminées. Applique cela à vos conversations et à vos rendez-vous. Sois celle qui termine l'échange, toujours au meilleur moment. Quand le plaisir est à son apogée, quand la discussion est la plus captivante, souris et dis « J'aimerais continuer, mais demain m'attend une grande journée. J'ai besoin de dormir. On se reparle bientôt. » Tu sens la différence ? Ce n'est pas un rejet, c'est une déclaration. Ma vie, mes objectifs et mon bien-être sont prioritaires. Tu le laisses avec du désir. Tu lui donnes une mission, en apprendre davantage sur toi. Deuxièmement, laisse de l'espace pour le manque. Cela signifie que tu dois te libérer de l'envie de toujours répondre immédiatement. Il ne s'agit pas de suivre des règles idiotes de 3 heures, il s'agit de réellement être occupé par ta propre vie. Quand tu reçois un message,
Ne saute pas sur ton téléphone comme si c'était le dernier verre d'eau du désert. Termine ce que tu fais. Savoure ton moment. Ensuite, réponds calmement. Parfois après 5 minutes, parfois après 2 heures. Ton rythme ne sera pas prévisible, car ta vie ne l'est pas non plus. Cet espace, ce vide, est la toile sur laquelle il projettera ses pensées à ton sujet. Le deuxième pilier, et le plus important, est la construction d'une vie épanouie. C'est le moteur de l'effet Fata Morgana, car il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir une vie passionnante, il s'agit de la vivre vraiment. L'énergie d'une femme amoureuse de sa propre existence est le plus puissant des aimants. Voici ta mission. Prends une feuille de papier et écris une liste de toutes les choses que tu as toujours voulu faire pour toi. Un cours de poterie, inscris-toi cette semaine. Ce voyage avec tes amis que vous reportez depuis toujours, fixez une date. Ce projet personnel qui attend dans un tiroir, consacre-lui 1 heure chaque jour. Appelle ta famille, lis, va à la salle de sport, pas pour plaire à un homme, mais pour ressentir la force de ton corps, rien que pour toi. Deviens le personnage principal de ton propre film. Quand tu fais cela, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de voir l'homme comme le centre de ton univers, et tu commences à le considérer comme un compagnon possible. Tu n'attends plus son appel, car tu es trop occupé à savourer ta vie. Et cette énergie-là, cette autosuffisance, est irrésistible. Il sentira que ton monde brille déjà et qu'il est complet, et son instinct sera éveillé, non pas pour te sauver, mais pour mériter d'en faire partie. Le troisième pilier est le langage de la valeur. Il s'agit de la manière dont tu communiques tout cela. Quand tu parles de ta vie, parle avec passion, pas par manque. Laisse-le voir la lumière dans tes yeux lorsque tu parles de ton travail, de tes hobbies ou de tes amis. Et change de ton. Au lieu de chercher une validation, exprime-toi avec assurance intérieure. Ne dis pas « Quand est-ce qu'on se revoit ?» Dis « J'ai apprécié notre conversation. Tu m'as donné matière à réflexion. » La première phrase supplie, la deuxième donne de la valeur. Tu lui donnes la balle, mais à partir d'une position de force intérieure. Si tu vis selon ces 3 piliers, l'effet Fata Morgana ne sera plus une technique, mais la conséquence naturelle de ta richesse intérieure. Tu ne seras plus la femme assise à côté de son téléphone, mais celle dont il espère ardemment la prochaine rencontre. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, de la frustration d'un téléphone silencieux jusqu'au cœur de la psychologie de l'attraction. Nous avons démystifié des mythes, redéfini des stratégies et construit une nouvelle vision de toi-même. Mais si tu ne vois l'effet Fata Morgana que comme une méthode pour le garder, tu manqueras 90% du véritable pouvoir que tu viens de découvrir. Quelque part sur ce chemin, j'espère que tu as compris, l'effet Fata Morgana n'a jamais vraiment été à propos de lui. Il a toujours été question de toi, du choix de te mettre en premier, du rappel que ta vie, tes passions et ton temps ont de la valeur, même quand aucun homme ne te regarde. Il s'agissait de rétablir la connexion avec toi-même, d'être tellement en paix avec toi que tu tombes amoureuse de ta propre vie. L'ironie de l'attraction est grande. Plus tu cherches la validation, plus elle s'éloigne. Plus tu poursuis l'attention, plus tu deviens invisible. Et c'est précisément au moment où tu arrêtes de chercher et te consacres à ton propre chemin que tu sens soudain une présence derrière toi qui tente de suivre le rythme. Repense à ta vie, au moment où tu t'es sentie la plus vivante, la plus accomplie, la plus connectée à toi-même. Peut-être lors d'un déménagement dans une nouvelle ville, en te plongeant dans un projet passionnant, ou entouré d'amis qui nourrissaient ton âme. Tu étais tellement occupé à cultiver ton jardin que tu n'as même pas remarqué l'arrivée des papillons. Et honnêtement, n'est-ce pas précisément dans ces moments où tu ne cherchais rien que l'attention est venue d'elle-même? C'est la preuve la plus claire que l'état le plus séduisant d'une femme est son épanouissement intérieur. La vraie attraction n'est pas une action tournée vers l'autre, c'est une énergie que tu rayonnes, le résultat naturel d'une vie pleine de passion. C'est pourquoi l'objectif réel n'est pas qu'il pense sans cesse à toi, ce n'est qu'un effet secondaire. Le véritable objectif est que tu tombes tellement amoureuse de ta propre vie que l'idée même de renoncer à ta paix, ton temps ou tes standards pour quelqu'un qui ne les mérite pas deviennent impensables, que son intérêt soit le bienvenu, mais pas nécessaire. Un bonus à ton bonheur, pas sa source.
Arrête de courir après les papillons. Prends soin de ton jardin, nourris tes passions, entretiens tes amitiés, arrose tes rêves. Crée un jardin si rempli de vie, de couleurs et de beauté que les papillons n'auront d'autre choix que de venir. Certains viendront et repartiront, mais ceux qui reconnaîtront la valeur de ton jardin resteront. Au final, la seule question que tu devrais te poser n'est pas « Comment puis-je faire en sorte qu'il me veuille ?» mais « Est-ce que je vis une vie qui me manquerait à moi-même si je devais y renoncer pour quelqu'un ?» Car tout repose dans cette réponse. C'est ainsi que se termine notre chemin. Nous avons traversé le désert et compris que la Fata Morgana la plus importante n'est pas celle qu'il voit à l'horizon, mais celle que tu dois créer pour toi-même. Une vie si vraie, si vibrante et si profondément tienne que sa soif de toi ne soit qu'une note de bas de page dans ton histoire. Nous avons parlé de stratégie, de psychologie, du jeu entre proximité et distance. Mais à la fin, sans astuce ni jeu, il ne reste que toi. Toi, face au miroir de tes décisions. La prochaine fois que tu ressentiras l'envie d'envoyer un second message, quand ton doigt flottera au-dessus du bouton « Appeler » parce que tu cherches une sécurité qu'il ne peut pas t'offrir, quand tu seras prête à sacrifier ton sommeil, ton travail ou ta paix pour analyser son comportement, stop. Et dans ce silence, ne te demande pas ce qu'il pense, mais quelque chose de bien plus important. Que dirait mon moi du futur, celle qui a réalisé ses rêves, la femme qui dirige sa propre vie, celle qui s'endort paisiblement, non pas grâce au message qu'elle reçoit, mais au pas qu'elle a accompli. Et si ton pire ennemi n'était pas son silence, mais le tien, le silence de ton intuition, qui te chuchote que tu mérites plus que quelques miettes d'attention, le silence de tes rêves, qui s'éteignent chaque fois que tu mets quelqu'un d'autre avant toi. Peut-être regardons-nous dans la mauvaise direction depuis le début. Peut-être que la vraie question n'a jamais été « Comment le garder ?» mais plutôt « Comment cesser de croire que nous avons besoin de l'obsession de quelqu'un pour nous sentir complètes ?» Arrête de postuler pour un rôle secondaire dans son film. Lance le casting pour le rôle principal dans le tien. Sois exigeante, sois sélective, pas parce que tu es prétentieuse, mais parce que le rôle d'accompagnant dans ta vie est le plus important que tu offriras jamais. Et seul quelqu'un d'exceptionnel sera à la hauteur. Alors, la prochaine fois que tu fixeras un écran vide en attendant un message destiné à combler un vide qu'il n'a même pas causé, demande-toi, qui manque vraiment ici, lui ou la femme que je suis devenue quand j'ai oublié à quel point je suis précieuse? Car le vrai pouvoir réside dans le fait de devenir cette femme, celle que même toi, tu ne peux pas te permettre de perdre.